tous et bienvenue sur le Book Club du podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons plonger dans l'univers des livres, de l'écriture, mais pas que. Nous avons hâte de partager avec vous nos coups de cœur littéraires, nos auteurs préférés et nos recommandations qui, nous l'espérons, vous inspireront. Que vous soyez un lecteur assidu ou que vous cherchiez simplement une nouvelle lecture, il y en aura pour tous les goûts. Prêt à nous écouter ? Alors c'est parti ! Dans ce tout nouveau format d'épisode, je suis ravie de vous annoncer que je ne serai pas seule pour vous offrir un book club dynamique et convivial. Alors installez-vous confortablement, préparez votre boisson préférée et suivez-nous dans cette nouvelle aventure littéraire. Bonsoir à vous, chers membres du book club. Bonsoir. Hello. Bonsoir. Tout va bien ? Vous êtes bien Super. installés ? Très bien, merci. Bien. Alors avant de plonger dans notre thème du jour, permettez-moi de vous présenter notre équipe. Amélia, Archie et Aurore. Pourriez-vous nous dire quelques mots pour vous présenter ? Amélia, est-ce que tu veux commencer ? Avec plaisir. Alors bonjour et enchantée, je suis Amélia Fezza, blogueuse littéraire et autrice d'histoires remplies de magie, de mystère et de clins d'œil aux contes de fées car je ne peux pas m'en empêcher. Ma plume et mes lectures naviguent entre fantasy et thriller fantastique. Ok, pas mal. À ton tour, Archie ? Hello tout le monde, donc moi c'est Archie, je suis un jeune vieux écrivain, dans le sens où c'est mon premier roman que je viens de finir à l'instant et qui est en ce moment même dans les cartons, enfin dans les mails des maisons d'édition, en attente de réponse de leur part. J'ai 48 ans et je lis essentiellement de la littérature de genre au sens très large, avec une petite préférence pour le fantastique et la fantaisie. Ah, pas mal, intéressant. Et toi, Aurore, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi ? Alors, je m'appelle Aurore. Mon nom de plume, c'est Auréa Souvankam. Et je suis une autrice très, très novice. Pour le moment, j'ai écrit seulement une nouvelle qui fait partie du recueil Polaris. Et sinon, je suis aussi apprentie libraire. Donc, je travaille en librairie pour l'instant à mi-temps. D'accord, bon, bah, c'est cool ça. Alors, pour ce premier numéro, quel thème avons-nous donc choisi ? Un thème passionnant, je vous l'assure. Alors, dans un premier temps, on va vous présenter un livre qui nous a marqué dans notre vie de lecteur. Et dans un deuxième temps, nous vous ferons le partage de notre coup de cœur de l'année 2024. Nous avons hâte de vous faire découvrir plusieurs romans fascinants qui s'inscrivent dans le thème du jour. Alors, commençons et découvrons quels ont été nos livres les plus marquants de notre vie de lecteur. Amélia, on commence par toi ? Quel a été ton livre le plus marquant ? Alors, j'ouvre le bal et je commence par un petit détour par l'enfance. De façon générale, ce sont un peu les contes qui m'ont pas mal marqué. J'en suis devenue un peu gaga, j'en parle tout le temps. Mais c'est un livre très précis qui m'a marqué en tant que lectrice. En fait, j'ai un souvenir très très clair du vrai livre, entre guillemets, que j'ai lu. Le premier que j'ai choisi par moi-même, et c'était en primaire. En gros, la maîtresse nous laissait choisir dans la bibliothèque. Ah, c'est cool à l'heure de la récré. Et elle organisait ensuite des rallyes lecture. Donc, il fallait remplir une petite fiche lecture, dire ce qu'on aimait, ce qu'on avait ressenti, etc. Wow. Et une des lectures dont je me souviens encore aujourd'hui, mais vraiment, l'intrigue, etc., elle est intacte, c'était L'œil du loup de Daniel Pénac. Ma mère a retrouvé l'édition exacte, donc je peux vous dire précisément. C'était paru chez Pocket pour la version française, et je crois que maintenant on la trouve chez Nathan. C'est un récit jeunesse qui se déroule dans un pays d'Europe. Italie sans doute parce que l'auteur est italien, mais on peut très bien imaginer que c'est aussi la France, et c'est dans un zoo. On va y découvrir deux personnages, Loup Bleu et un garçon qui s'appelle Afrique. Oui, comme le continent. D'accord. Pour la petite quatrième de couverture, parce que ça donnera le ton, et le thème, dans un zoo, un enfant et un vieux loup borgne se fixent, œil dans l'œil. Toute la vie du loup défile au fond de son œil. Une vie sauvage en Alaska, une espèce menacée par les hommes. L'œil de l'enfant raconte la vie d'un petit Africain qui a parcouru toute l'Afrique pour survivre et qui possède un don précieux, celui de conter des histoires qui font rire et rêver. D'accord. Sympa. Donc c'est un petit ouvrage, oui, super sympa. 100 de pages, il est chargé de thématiques assez fortes. On parle des traumatismes de l'enfance notamment,
la relation entre l'homme et l'animal, la violence envers des animaux, la déforestation critique. Bref, il y a vraiment des thèmes forts dedans. L'histoire en tant que telle, elle n'est pas très mouvementée. On a 2 protagonistes qui vont se raconter leur histoire personnelle en s'observant. Et bien qu'enfant, on préfère les grandes aventures, etc., moi, c'est le point qui m'avait plu. On découvre la vie de loup bleu, les déchirements familiaux et amicaux qui se terminent par une vie au zoo pour ce loup. On découvre ensuite le ballottage d'un enfant qui n'est pas forcément très heureux, mais aussi ses dons, donc celui de parler aux animaux. Ça, c'est bien, et celui de raconter des histoires. Oh, mais ça, c'est un don magique, parler aux animaux. Carrément. Entre voler comme les oiseaux. C'est ça, voler comme les oiseaux et parler aux animaux, c'est des pouvoirs qu'on veut enfant généralement. Et moi, j'avais aimé parce que le partage des histoires personnelles, ça va créer un lien, de l'amitié, de la compréhension. Et j'étais petite, genre CM1, peut-être avant CE2. Et je me souviens que j'avais été hyper touchée. Peut-être que j'avais pleuré, j'avoue. Oula. Mais c'était vraiment touchant et émouvant, en fait, cette histoire. Donc, il m'arrive de la relire pour le plaisir, etc. Mais je m'en souviens tellement elle est gravée, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je la prends pour expliquer une lecture qui m'a définie. Parce que je suis une lectrice assez sensible aux émotions, au passif des personnages, aux histoires personnelles. Et avant d'être une lectrice qui veut des aventures, je suis vraiment quelqu'un qui veut des histoires, je vais pas dire belles parce qu'on dirait que je veux des histoires qui sont toutes roses, mais des histoires qui soient vraiment poignantes et peut-être être un peu maso sur les bords sur ce point-là, mais j'aime que être triste avec des personnages, être heureux avec eux, vivre en même temps la peur, etc. Et je suis aussi une lectrice qui veut qu'on lui raconte des histoires et une autrice qui veut en raconter beaucoup, mais c'est un autre sujet. D'accord. Par contre, moi j'ai une petite question. Tu disais tout à l'heure que ton livre, tu l'avais choisi lors du rallye proposé par ta maîtresse. Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qui t'a plu dans ce livre quand tu l'as regardé pour que tu aies envie de le lire ? Alors, je ne me souviens pas exactement, mais je sais que j'aimais bien la couverture avec le loup dessus. Et derrière, on disait que l'œil, il était important, qu'on racontait une histoire dedans. Et je trouvais ça... Moi, quand je revois le résumé, je pense que c'est ça qui m'a attirée parce que raconter une histoire à travers un œil, un loup qui parle et un enfant qui raconte des histoires, je pense que c'est ce qui m'avait attirée. D'accord, ok. Et j'aurais bien voulu savoir à partir de quel âge tu conseilles ce livre-là. Alors, je sais plus quel âge on a dans les divers niveaux de classe de primaire, mais peut-être pas les plus petites classes, plutôt comme moi j'ai fait CE2, CM1, donc un minimum de maturité en fait sur certains sujets, parce qu'on parle de l'esclavagisme pour l'enfant par exemple. On va vendre l'enfant à divers endroits, à diverses personnes. Il n'y a rien de critique, on ne va pas lui faire des abus ou quoi, mais on vend un enfant et ça peut être étrange à percevoir quand on est soi-même enfant. Et pour le loup, on va parler de braconnage, de la famille qui est démantelée, des animaux qui vont être tués par des chasseurs. Donc ça peut être un peu choquant peut-être. Donc des enfants, c'est accessible, hein, la lecture est tout à fait lisible pour eux, elle n'est pas compliquée. Mais pour les thèmes, un minimum de maturité, il faut faire attention. Ouais. Ok. Toi, quand tu l'as lu, tu avais compris tout ça, justement, le braconnage ou l'esclavage, ou c'était encore un peu abstrait pour toi ? Alors, pour ce qui était de l'enfant et la partie esclavagisme, j'avais pas saisi parce qu'on voit juste en fait qu'il passe de main en main, mais j'avais pas vu la dimension marchandage d'enfants. Donc, ça m'avait pas choquée et j'avais pas saisi ce que c'était réellement dans l'histoire. Pour ce qui est du loup, je pense que c'est pour ça que j'avais dû pleurer parce que il perd une petite sœur, il est éloigné de sa famille parce qu'on l'arrache pour le mettre dans une cage. On tue des animaux sauvages parce que c'est des chasseurs, des braconniers qui veulent des trophées. Et ça, je pense que j'ai été beaucoup plus sensible. Ça m'a pas choquée, mais je pense que j'ai été vraiment très triste et que on a peut-être qu'on m'a expliqué. Mais sur le moment, j'avais pas bien... On dirait quand même qu'il y a un parallèle entre le petit garçon
soumis à l'esclavage et le chien qu'on soumet à l'enfermement et à la séparation de sa famille. C'est un parallèle qui est presque identique. Le loup, ouais. En fait, c'est ils vont être face à face. Il va vraiment y avoir effectivement un parallélisme parce qu'après, il y a l'enfant qui va fermer un œil pour se mettre au niveau du loup. Et effectivement, on va voir que le petit garçon, il a parcouru toute l'Afrique pour fuir ceci, pour retrouver cela, etc. Et le loup, pareil, il a dû fuir sa famille, et chercher à retrouver sa petite sœur, etc. Oui, ils ont le même parallélisme, mais dans une région d'Afrique, dans une région d'Alaska, et finalement, c'est le zoo qui les réunit et qui les met sur le même plan, en fait. D'accord, c'est une belle histoire. C'est pour ça que je parlais d'amitié et de compréhension, parce qu'ils auront vécu des déchirements et ce genre de choses à peu près pareilles, en fait. Alors qu'au début, rien ne les rassemble. L'Alaska, l'Afrique, c'est pas la même chose. Un homme, un animal, c'est pas la même chose. Et pourtant, ils vont se rassembler sur leurs histoires personnelles, ouais. Tout à fait. Eh bien, c'est un très bon livre. Il va falloir qu'on se mette à le lire. Est-ce que tu as d'autres choses à nous raconter sur ce livre ? Je pense avoir tout dit sur lui. D'accord. Archie, alors, ton livre marquant ? Ok, c'est à moi. Eh oui. Alors moi, j'aimerais vous parler de Ça, de Stephen King, qui est un livre, donc un roman qui est paru en 1986 aux États-Unis et en 88 chez nous en France, chez Albin Michel. C'est, on s'en doute, vu que c'est Stephen King, un roman qui est paru dans le genre de l'horreur. Mais je vais y revenir un peu plus tard, vous allez voir que c'est un peu plus nuancé que ça quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que l'histoire est quand même assez connue, vu qu'il y a eu en plus des adaptations et en téléfilm et au cinéma, mais qui sont forcément... Pas forcément d'ailleurs, mais en tout cas sont en dessous du roman largement, mais j'y reviendrai aussi. Je vais quand même faire un tout petit résumé de ce qu'il y a dans ce livre. Ça se passe dans l'État du Maine, comme énormément de romans de Stephen King, puisque c'est là qu'il habite, aux États-Unis, dans une ville qui s'appelle Derry, qui est une ville imaginaire qu'il a inventée de toutes pièces et qui revient dans plusieurs de ses romans. D'accord. Entre les années 50 et les années 80. Et les personnages principaux, c'est une sorte de groupe d'enfants qui se surnomme le Club des Ratés. Ils sont 7, il y a 6 garçons, une fille. Ils ont tous des motifs particuliers d'être rejetés ou inconsidérés par les autres ou la société. Et ils se retrouvent et leur groupe leur donne de la force et ils sont confrontés à une entité horrible qu'ils appellent Ça, puisqu'il n'y a aucun moyen de le nommer particulièrement, sachant qu'il s'incarne le plus souvent sous la forme d'un clown qui s'appelle Pennywise, ou Gripsou dans l'édition française, et d'où le titre Ça, en l'occurrence. D'accord. L'histoire raconte justement ce qui se passe dans cette ville de Derry, qui périodiquement, tous les 27 ans, est le sujet d'événements tragiques, des enfants qui disparaissent, des morts, des corps déchiquetés, enfin des choses assez horribles, des incendies, et donc causés par cette entité-là. Et le Club des Ratés doit s'y confronter, et ils pensent l'avoir rejeté, et 27 ans plus tard, alors qu'ils sont adultes, qu'ils ont tous, sauf un, quitté la ville de Derry, ils sont rappelés pour reformer leur groupe parce que ça est revenu, en tout cas se réveille, et l'horreur recommence à Derry. Et ce sera le combat final entre les adultes et ce qu'ils ont gardé de leur enfance et qui leur permettra, ou pas, je vous laisserai le lire, de combattre ça et de parvenir à le détruire complètement ou pas. Pourquoi c'est un des livres qui a marqué ma vie de lecteur ? C'est parce que j'ai trouvé dans Stephen King quelque chose que j'ai trouvé chez aucun autre auteur que j'ai lu de toute ma vie. C'est-à-dire que c'est un auteur qui, bien sûr, utilise la littérature de genre et l'horreur en particulier pour s'exprimer, mais qu'en fait, ce n'est
c'est qu'un vecteur, en fait. C'est un outil. En fait, il parle essentiellement de l'humain, des émotions de l'humain, et même si c'est de l'histoire de monstres, d'horreur, de sang, c'est pas ça qui est important. Ça, c'est juste l'allégorie qui parle de quelque chose de beaucoup plus profond et qui se rapproche énormément de la littérature blanche sur beaucoup de points. D'ailleurs, il écrit de la littérature blanche aussi. Ça est clairement classé dans l'horreur, mais il y a énormément de passages de littérature qui, pour moi, c'est de la littérature blanche pure et dure, où on ne parle que des émotions et des sentiments des personnages, avant de parler d'un clown maléfique qui tue des petits-enfants. D'accord. Ce qui m'a plu aussi dans ce livre, qui est un pavé, il fait plus de 1000 pages, même en version brochée. Wow. Donc voilà. Mais il n'y a pas un moment où on se perd dans quelque chose. Et pourtant, c'est un livre qui est pléthorique, quoi. C'est-à-dire que le personnage principal, avant d'être même le groupe d'enfants, c'est la ville de Derry en elle-même. C'est la ville de Derry qui respire, qui a peur, qui a ses propres, sa propre manière de réagir à ce qui se passe par l'intermédiaire de ses habitants, qui refusent de voir l'horreur, il y a que les enfants, on a l'impression en tout cas, qui ont vraiment conscience de ce qui est en train de se passer. Voilà. Et c'est ce qui a aussi déterminé, je pense, ma volonté de jeune auteur, c'est-à-dire d'utiliser le genre et le fantastique en particulier, mais uniquement comme un vecteur, c'est-à-dire que c'est pas une fin en soi. J'aime moins les littératures d'horreur qui se suffit à elles-mêmes. J'aime bien que la littérature d'horreur raconte quelque chose d'autre. Et King le fait magistralement, quoi. Je trouve qu'il y a personne d'autre qui le fait, en tout cas que j'ai lu, qui le fasse aussi bien que lui. Voilà. Ok. Et tu l'as lu vers quel âge, ce livre, pour... Alors, je l'ai lu... Resituer. Ouais, la première fois que je l'ai lu, je devais avoir entre 17 ou 18 ans. D'accord. Mais je pense que King, ça fait partie de ces auteurs qu'il faut relire. C'est-à-dire que quand je l'ai relu, je devais avoir 30 ans. On le lit pas de la même manière. C'est-à-dire que quand on a 17-18 ans... C'est ça. À 17-18 ans, on y voit une histoire d'horreur géniale. Et à 30 ans, on voit tout le reste, justement. On voit tout ce qui ne touche pas seulement à l'horreur et tout ce qui touche au reste. Et on est aussi ému aux larmes à la fin du roman. Et pas parce qu'on a peur, parce qu'on est vraiment ému pour le coup. Oui, parce que les émotions sont bien décrites et qu'il y a l'ambiance qui a bien été placée par l'auteur. C'est ça. Et en termes de style, il alterne dans le roman, évidemment, les chapitres quand ils sont enfants, les chapitres quand ils sont adultes. Le style quand le narrateur parle à la première personne, donc un des membres du groupe qui décrit ce qui s'est passé en étant adulte, des passages à la troisième personne aussi où il y a simplement une description, et tout se mélange, et tout ça fait que c'est très vivant. D'accord. et qu'il y a une sorte de relief dans le roman en permanence. Et ça, c'est assez génial. Et assez représentatif de son style, Stephen King en particulier. D'accord, et tu dis... Oui, pardon. Oui, vas-y. Non, j'allais parler des films, mais tu nous en parleras. Oui, non, mais si, voilà, les films, je trouvais que en début des années 90, je crois, il me semble, en 91, il y a un premier téléfilm en 2 parties, 2 fois 1h30, il me semble, qui est sorti, qui a donc les moyens d'un téléfilm des années 90, c'est-à-dire quasi zéro, donc c'est un nanar en soi, mais qui est assez bon, je trouve, parce que je trouve qu'ils ont réussi à capter le cœur de ce que King voulait raconter. Contrairement au remake qui a été fait au cinéma il y a 4 ou 5 ans en 2 parties aussi, qui axe beaucoup plus, je trouve, sur l'horreur pure. Les effets sont évidemment bien meilleurs, mais en même temps, on perd plein de choses. On perd une bonne partie, justement, de cette voix de ce narrateur qui parle à la première personne. On perd l'importance de certains des personnages, et pour moi, du coup, on passe à côté de ce que Stephen King a voulu dire, même si lui-même valide le film, il joue même dedans. Donc, il apparaît dedans, il a un petit rôle. Mais il a validé le film. Mais à titre personnel, je préfère largement le nanar des années 90. Voilà. Ok, ça marche. Voilà. Je comprends. Les filles, vous avez des questions peut-être ? Ce livre nous a laissé sans voix. C'est sans voix, n'est-ce pas ? Sinon, je peux vous lire un extrait, si ça vous convient. Mets-nous dans l'ambiance tout de suite.
Je peux pas exactement vous dire où c'est, sinon ça va vous spoiler plein de choses. Sachez que c'est en plein milieu du roman, comme ça, voilà, ça vous situe un tout petit peu quand même. En tout cas, ils sont adultes, les héros, à ce moment-là. Bill est là le premier. Il est assis sur l'une des chaises de la salle de lecture et observe Mickey qui s'occupe des quelques derniers abonnés de la soirée. Une vieille dame avec tout un assortiment de livres de poche sur le Moyen-Âge, un homme qui tient un énorme volume sur la guerre civile et un adolescent maigrichon avec un roman d'où dépasse le titre de près de 7 jours. Sans la moindre impression qu'il s'agisse là d'un hasard extraordinaire, Bill constate que ce livre est son dernier roman. Il a le sentiment qu'il est au-delà de toute surprise, que les coïncidences stupéfiantes sont des réalités auxquelles on veut bien croire et qui se révèlent n'être que des rêves. Une jolie jeune fille, sa jupe écossaise maintenue fermée par une grosse épingle de sûreté dorée, alimente en pièces un photocopieur et reproduit des tirets à part, un œil sur la pendule placée derrière le bureau. Ce ne sont que des bruits étouffés et rassurants de bibliothèque. Chuintement des semelles sur le lino noir et rouge, battements réguliers de l'horloge qui égrène les secondes à coups secs, ronronnement de petits félins du photocopieur. Le garçon prend son roman de William Denbrough et va rejoindre la jeune fille en jupe écossaise. Elle vient de finir et il range les pages photocopiées. « Tu n'as qu'à laisser ce tiret à part sur mon bureau, Mary, » lui dit Mike. « Je le rangerai. » Elle lui adresse un beau sourire. « Merci, monsieur Hanlon. »« Bonsoir, Marie. Bonsoir, Billy. Rentrez directement chez vous, les enfants. » « Le père Fouettard vous attrapera si vous ne faites pas attention, » chantonne Billy, le maigrichon, en passant un bras de propriétaire autour de la taille mince de la jeune fille. « Il ne voudrait sûrement pas d'un couple aussi moche que vous, » rétorque Mike, « mais faites tout de même attention. »« Nous ferons attention, monsieur Hanlon, » répond Marie sérieusement, en donnant un léger coup de poing à l'épaule de son compagnon. « Allez, viens, espèce d'affreux, » ajoute-t-elle avec un petit rire. Son geste la transforme. Elle n'est plus tout à fait la collégienne mignonne et vaguement désirable d'il y a un instant, mais plutôt la pouliche nullement gauche qu'était Beverly Marsh à 11 ans. Et quand il passe, Bill est troublé par sa beauté. Il a peur. Il voudra dire au garçon très sérieusement qu'il ne doit passer que par des rues bien éclairées et ne répondre à aucune voix en rentrant chez lui. « On ne peut pas être prudent sur un skate, monsieur », murmure une voix fantôme dans sa tête. Et Bill a un sourire d'adulte, un sourire lugubre. Le garçon tient la porte ouverte pour la jeune fille. Il passe dans le vestibule, se rapprochant, et Bill est prêt à parier ses droits d'auteur sur le livre que ce Billy tient sous le bras, qu'il lui a volé un baiser avant de gagner la porte d'entrée. « Bien fou si tu ne l'as pas fait, mon petit Billy. Et maintenant, ramène-la chez elle sans traîner. » Sans traîner. Mike l'interpelle. « Dans 1 minute, je suis à toi, grand Bill. Je finis de ranger ça. » Bill acquiesce et croise les jambes. Sur ses genoux, le sac en papier fait un bruit de froissement. Il contient une pinte de bourbon. Jamais il n'a autant eu envie d'un verre de toute sa vie, se rend-il compte. Mike aura bien de l'eau, sinon de la glace. De toute façon, très peu d'eau suffira, vu son humeur. Il pense à Silver qu'il a laissé appuyé contre le mur du garage de Mike. De fil en aiguille, il pense à cette journée où ils s'étaient tous retrouvés, à l'exception de Mike, dans les friches, et où chacun avait de nouveau raconté son histoire. Le lépreux sous le porche, la momie qui marchait sur la glace, le sang dans le lavabo, les enfants morts du château d'eau, les photos qui s'animaient, le loup-garou qui poursuivait les petits garçons dans les rues désertes. Il s'était enfoncé plus profondément dans les friches, se souvient-il, en cette veille de fête nationale du 4 juillet. Il faisait chaud en ville, mais plus frais à l'ombre de la végétation luxuriante de la rive est de la Kentuskig. Il se rappelle qu'il y avait à proximité l'un de ces cylindres de béton qui bourdonnait pour lui-même, comme la photocopieuse venait de ronronner pour la jeune fille à l'instant. Il évoque tout cela, et aussi comment, une fois les récits terminés, tous se sont tournés vers lui. Ils avaient attendu de lui qu'il leur dise ce qu'il devait faire, comment procéder, et lui n'en savait rien. Son ignorance l'avait rempli d'un sentiment de désespoir. Bill voit l'ombre démesurée que projette Mike maintenant dans la salle du catalogue, et il est brusquement envahi d'une certitude. Ils ne savaient rien alors, parce qu'ils n'étaient pas encore au complet, ce 3 juillet. Ils ne le furent que plus tard, dans la gravière abandonnée, au-delà de la décharge, d'où l'on pouvait facilement quitter les friches, soit par Kansas Street, soit par Merritt Street. Exactement dans le coin au-dessus duquel passe maintenant la nationale. La gravière n'avait pas de nom, elle était ancienne, et ses pentes rugueuses étaient envahies d'herbes et de buissons. Mais les munitions n'y manquaient pas, de quoi se lancer dans une apocalyptique bataille de cailloux. Mais avant cela, sur la rivière de la Kentuskig, il n'avait su que dire. Qu'attendait-il qu'ils disent ? Il se souvient de les avoir regardés les uns après les autres, Ben,
Bev, Eddie, Stan, Richie. Et la musique lui revient, Little Richard. Ok. Ça met Voilà, dans c'est un l'ambiance. extrait qui met complètement dans l'ambiance et qui montre qu'en fait, finalement, on parle pas tant de ça, de monstres. On parle essentiellement de ce que chacun ressent et de comment chacun vit les choses. Oui, mais en fait, c'est pas. Enfin, tu disais que c'était un roman horreur. Enfin, c'est horreur. Parce que moi, je connais ni les films, ni le livre. En fait, je suis partie du principe que ça me ferait peur. Et même si j'aime tout ce qui fait un peu peur, je fais un peu attention. Mais est-ce que c'est vraiment très descriptif sur les scènes, justement? Là, j'entendais le sang dans le lavabo, les petits garçons qui ont disparu. Est-ce que c'est très descriptif sur le côté un peu gore des images ou c'est plutôt l'ambiance qui est angoissante Non, c'est les deux. C'est-à-dire que ça va rien spoiler, mais la première scène du roman et des films, c'est un petit garçon, le frère de Bill Denbrough, le petit frère, qui, alors qu'il y a une pluie torrentielle, suit un bateau en papier dans un caniveau. Le bateau en papier tombe dans une bouche d'égout, et dans l'égout se trouve le fameux clown. Il discute avec le clown lui promet de lui rendre le bateau en papier s'il vient le chercher lui-même. Le petit garçon tend le bras dans la bouche d'égout et le clown lui arrache le bras. Et c'est parfaitement décrit. Ok. Voilà. C'est quasi la première scène du livre. C'est pour ça que je me permets de la raconter. Donc il y a quand même quelque chose de très cru chez lui aussi. C'est jamais vraiment gore, mais c'est quand même toujours très cru. Et c'est parce que c'est cru que c'est réaliste, en fait. Et que même des choses complètement folles, comme un oiseau géant, comme une momie sur la glace, comme il en parle à un moment, qui sont des choses complètement fantasmées, deviennent absolument réelles. Parce que dans les yeux de ces enfants-là, c'est absolument réel et c'est décrit de manière très réaliste. Donc oui, le but, c'est que ça colle les jetons quand même, on est d'accord. Oui. Et ça marche bien. Mais c'est vraiment de loin pas que ça. Voilà. Ok. D'accord. Je note. Moi, je sais que le livre qui m'a marqué de Stephen King, c'est Cimetière. Oui, tout à fait. Je l'avais lu comme toi vers 16-17 ans. Ça m'avait bien fait flipper. Ce chat était vachement flippant. Il me semble que c'est 2 romans avant ça, Cimetière. Il l'a écrit juste avant. D'accord. 2 ans avant, je crois. 2 ans avant, ok. Eh ben, avec cette ambiance plutôt mitigée, nous allons passer à Aurore et ton livre marquant. Quel est-il, s'il te plaît ? Oui, alors, je dois avouer que pour chercher le livre marquant, j'ai beaucoup hésité. Je pense un peu comme vous tous, car un livre qui nous forme en tant que lecteur, c'est un peu dur d'en trouver un finalement, parce qu'en plus, je lis beaucoup de genres différents. Mais en fantasy, je me souviens que pour Noël, quand j'avais 16 ans, j'avais reçu Le secret de J, donc de Pierre Grimbert. Et ce qui m'avait le plus marqué, c'est que pour le coup, je l'ai commencé un peu pour faire plaisir à mon père. J'aimais pas trop qu'on m'offre des livres, en fait. J'aime bien choisir. Ouais, je comprends. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le lire pour lui faire plaisir, mais il était énorme, un vrai pavé, couverture cartonnée. Et en fait, je crois qu'en 2 jours, je l'avais fini. C'était dur de le lâcher et mon sommeil en a pris vraiment un coup. Et en 2 jours, je l'avais vraiment fini. En plus, je partageais ma chambre avec ma sœur qui me détestait de laisser la lumière allumée. Donc, j'étais avec la lumière de mon téléphone sous la couette. Donc, pour en parler un peu plus, c'est de la fantaisie. Totalement de la fantaisie. Donc, fantaisie plutôt française. Donc, Pierre Grimbert français. Je vais lire le résumé pour rien oublier. Il y a 118 ans, un certain Nol l'étrange manda un émissaire de chaque royaume du... Oula, je vais recommencer. Oui, t'inquiète. Il y a 118 ans, un certain Nol l'étrange manda un émissaire de chaque royaume du monde connu pour l'accompagner sur l'île J et effectue un long et dangereux voyage. Peu d'émissaires reviennent et aucun d'eux ne raconta les événements qui s'étaient passés sur l'île. Les héritiers de ces derniers se réunissent régulièrement pour célébrer le voyage sur l'île J et ils pensent être les seuls à se rappeler de cette affaire vite étouffée. Jusqu'au jour où des assassins fanatiques se mettent à les éliminer un à un. Il ne reste alors qu'une chance de survie aux héritiers, percer le secret de J.
Je dois avouer que ce résumé m'a vraiment replongé un petit peu dans le monde du secret de J. Et d'un autre côté, je me souviens très bien des premières lignes du premier chapitre qui était on suit un personnage et d'un coup d'un seul, quelqu'un essaie de le tuer. Et pareil, on suit un autre personnage, quelqu'un essaie de le tuer. Wow. Et il y a tout plein de personnages et c'est fou comme chaque individu est tellement singulier en fait. Ce qui m'avait vraiment marqué, c'est que je sortais un petit peu justement des livres que je lisais à ce moment-là, qui étaient plus autour de Twilight, Hunger Games ou même Eragon, où on a l'impression que le monde tourne autour de 2 ou 3 personnages. Et là, en fait, c'est un monde où ces individus qui se font attaquer par une sorte de secte fanatique, et ben finalement, ils sont pas si extraordinaires que ça. Leur extraordinaire vient de leur lignée et ils vont devoir, eux, essayer de trouver le secret tout en étant des personnes qui finalement sont juste des petits individus à l'échelle d'un monde ou d'un univers très, très bien construit d'ailleurs par Pierre Grimbert. Et certains passages m'ont tellement marqué que je pourrais presque parler de certains dialogues alors que je ne l'ai jamais relu de ma vie. Il m'impressionnait vraiment. C'était un vrai pavé. Je m'étais dit, une fois, c'était incroyable comme expérience. Et pourtant, certains dialogues sur la mise à distance du monde par rapport à l'individu, par rapport aux relations même, c'était assez frappant. D'accord. Alors effectivement, moi, je ne l'ai pas lu, mais ça donne bien envie. Surtout cette histoire d'assassin qui te poursuit. Ça doit être assez perturbant au début, puis après, tu dois être plongé parce que tu dois t'attacher aux personnes qui vont être éventuellement assassinées. Tu dois effectivement avoir envie de savoir comment ils vont s'en sortir, c'est ça? Exactement. En fait, il y a de tout. Il y a la quête pour trouver le secret de la fameuse île de J. Il y a les relations entre les personnages. Il y a des scènes d'action aussi, des combats qui étaient très bien décrites. J'avais l'impression d'être devant un film parfois. D'accord. Et aussi, en fait, ce qui est saisissant, c'est je pouvais pas vraiment m'identifier à un personnage en particulier car ils avaient tous une valeur assez équivalente et des âges en fait et des professions en fait totalement différentes. Donc on s'attachait à eux plus comme des amis que comme si on pouvait s'identifier. Mais je recommande vivement de tous âges. Pour le coup, une très belle expérience, cet ouvrage. D'accord. Amélia, Archie, vous l'avez lu, ce livre ? Alors moi, je l'ai lu, effectivement, dans son édition de 1999, donc ça ne nous rajeunit pas. Mais j'avais adoré aussi ce roman. Et il me semble qu'il a écrit après des suites et qu'en plus, les éditions Mnemos, là, pour leurs 30 ou 40 ans, je ne sais jamais, ressortent l'intégrale du Secret de J, là, d'ici quelques jours, dans une édition brochée qui a l'air très jolie. J'en ai un très, 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 très bon souvenir aussi. Et justement, d'une fantaisie qui change, mais qui reste profonde aussi. Moi, je suis souvent déçu par la fantaisie, personnellement, parce que je trouve qu'on n'a jamais rien fait de mieux que le Seigneur des Anneaux. Et quand on s'y essaye, en tout cas, on n'y arrive pas. Mais pour le coup, Secret de J, c'est vraiment quelque chose, c'est à part, quoi. Ça reste c'est de la fantaisie pure. Hein, on est clairement sur, il y a de la magie, il y a voilà, tout ça. Mais c'est un univers qui est très, très. Je me souviens d'un univers très, très évocateur, en tout cas, voilà. Et donc, ça a l'air d'être très visuel de ce que tu me disais, Aurore. Tu avais l'impression d'être face à un film, donc c'est qu'il a su parfaitement décrire les gestes, les mouvements, les couleurs, peut-être aussi pour nous aider à mieux s'imprégner. Et pourtant, il n'était pas si compliqué, en fait. Il n'y avait pas tous les noms des créatures à retenir. C'était tellement... On savait que c'était un monde de fantasy, mais ce n'était pas le monde en lui-même qui était important. C'était juste la quête des personnages et le fait qu'ils soient poursuivis par des assassins, en fait. C'était très... En fait, ça aurait pu être dans n'importe quel monde, je pense, de fantasy... À chaque fois, on découvrait quelque chose de nouveau et en même temps, c'était instinctif, naturel. Tu dis ? Ça restait instinctif, en fait. Oui, voilà. C'était pas... C'était accessible et instinctif malgré le nombre de personnages et l'univers. Tu dis que, en fait, il y a des personnages, mais que c'est vraiment à l'échelle d'un univers, pas d'un continent ou d'un royaume. Et c'est pour ça que tu dis que c'est plutôt accessible quand même et que c'est surprenant. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, il n'y avait pas forcément de... On n'avait pas besoin d'apprendre la complexité du monde pour comprendre l'histoire. D'accord. Et ça, c'est fort parce que, comme l'a dit Archie, il y a beaucoup de mondes justement qui veulent, de mondes de fantasy qui veulent un peu reproduire ce côté Seigneur des Anneaux où on doit tout savoir sur l'histoire, sur comment les hobbits vivent, etc. Alors que finalement,
l'histoire là primait en fait. L'histoire et les personnages primaient sur le reste sans retirer la beauté d'un monde imaginaire, un monde fantasy. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, c'est que souvent les romans de fantasy qui sont justement énormes, avec toute une description d'univers, etc., dans lequel on se perd, et où finalement l'intrigue est assez bâclée, je parle pas de tous, évidemment, mais d'une bonne partie de ceux que j'ai lus, je pense que la plupart viennent des États-Unis, et il faut quand même se rappeler qu'ils n'ont pas eu de Moyen-Âge. Et je pense et que ça doit jouer, j'imagine, dans le fait de la représentation qu'ils s'en font. Du coup, ils se font une représentation qui n'est que une copie de ce qu'ils ont lu du continent européen, entre autres, et de notre Moyen-Âge à nous. Et ils s'en inspirent et ils en font ce que font les Américains de manière générale, c'est-à-dire quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus fort, de plus coloré, de plus tout. Et sauf qu'à mon avis, on s'y perd. Alors après, il y a évidemment des exceptions. Il y a Robin Hobb qui a fait des univers absolument géniaux. George Martin aussi avec le Trône de Fer, etc. Il y a certainement même d'autres exemples, bien sûr. Mais il y a quand même pas mal de romans où je trouve où finalement on en fait beaucoup pour pas grand-chose au final. Et je trouve que c'est effectivement une des forces, je suis d'accord avec Aurore, c'est une des forces de Pierre Grimbert, c'est qu'avec peu de choses, on est happé tout de suite dedans, quoi. D'accord. Pour le coup, premier chapitre et après, on dort pas. Vraiment pas. On dort plus. Je sais ce qu'on est fini. Ok, au moins c'est un page turner, c'est que ça fonctionne. Ok. Alors, écoutez, maintenant c'est mon tour. Oui, il fallait bien parler à un moment. Donc voilà. Alors, Jessie, oui, c'est moi. Quel est ton livre marquant ? Alors, pour faire mon choix, j'avoue que ça n'a pas été aussi simple que je l'aurais pensé. J'ai cherché dans mes bibliothèques quel livre correspondrait à cette catégorie. Et en fait, il y en a plein qui m'ont sauté aux yeux. Mais il a fallu faire un choix. Et j'ai pris un livre que j'ai lu il y a plus de 30 ans et dont je me souvenais encore de l'histoire et des émotions qu'il m'a fait ressentir. Et pour cela, j'ai sélectionné Les Disparus de Saint-Agile de Pierre Véry, que moi j'ai dans la version Folio Junior Énigme, éditée en 1981, avec de très très belles illustrations à l'intérieur comme sur la couverture. C'est un roman de mystère, qualifié ainsi par l'auteur, parce que dans la version que j'ai une postface écrite par Pierre Véry, qui nous explique un peu comment il a écrit son histoire. Et dans la préface qui a été écrite par Francis Lacassin, il nous rappelle qu'en fait, Pierre Véry désignait ses livres comme des romans de mystère. Là, pour Les Disparus de Saint-Agile, ça se passe, comme son nom l'indique, au pensionnat de Saint-Agile, qui est situé rue Croix-Saint-Loup à Meaux, dans le 77, pas très loin de chez nous. Eh ouais. J'ai découvert ça en lisant justement, en relisant un petit peu les quelques pages pour pouvoir me remettre dans l'histoire. Et je me suis dit, quoi, à Meaux ? Mais c'est pas très loin de chez moi. Donc voilà. Et comme vous vous en doutez, on est dans un pensionnat. Et ce que moi j'ai aimé, c'est le côté société secrète, mystère, disparition et enquête. Les personnages principaux sont au nombre de 3, donc nous avons 3 adolescents, Mathieu Sorgue, André Baume et Philippe Macroy, qui vont vivre une aventure extraordinaire dans ce livre. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. Dans le dortoir de la pension Saint-Agile, Mathieu Sorgue, alias le numéro 95, n'arrive pas à dormir. Il se lève. Vite, Planète, le surveillant vigilant aux allures d'espion, n'est pas en vue. L'élève gagne la salle de sciences naturelles où veille le squelette Martin. C'est le repère de la bande des Chiches Capons dont il fait partie avec le numéro 22 et le numéro 7. Soudain, un léger crissement se produit. Le lendemain, le numéro 95 disparaît. Rien qu'avec ça, je crois que je vous ai mis dans l'ambiance. Ouais, j'en étais sûre. Alors, Les Disparus de Saint-Agile, c'est un roman captivant, je vous le confirme, puisque je m'en souviens plus de 30 ans après, voire même plus de 35 ans après, je dirais. J'exagère, mais pas tant que ça. C'est donc un livre qui a été écrit par Pierre Véry et qui a été publié en 1935. L'histoire se déroule, comme vous l'avez compris, dans un internat pour garçons, où plusieurs élèves disparaissent mystérieusement, ce qui plonge le lecteur dans un univers de mystère et de suspense. Ce récit explore les thèmes profonds tels que l'amitié, les secrets cachés et la quête de la vérité.
Et l'atmosphère intrigante que Véry parvient à créer est l'un des points forts de ce roman. Les différents personnages principaux sont tous unis par leur société secrète et leur rendez-vous nocturne dans une salle de classe. Ça vous fait pas envie, ça, une société secrète, des rendez-vous la nuit ? Si, dans la classe de sciences nat. Encore plus dans les salles de classe. Ouais. Voilà, et puis avec un squelette comme compagnon, c'est génial ça. Et donc, du coup, ensemble, ils décident de mener une enquête pour comprendre ce qui est arrivé à leur ami disparu, le fameux numéro 95. Cette dynamique de groupe ajoute une dimension émotionnelle à l'intrigue, ce qui rend, pour moi en tout cas, les personnages d'autant plus attachants. J'ai trouvé que l'intrigue était habilement construite parce qu'on a un suspense palpable jusqu'à la dernière page. Les illustrations, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur ont été faites par Nathaël Vogel, j'espère que je dis bien son prénom et son nom, dans ma version, et j'ai trouvé que ça enrichissait l'expérience de lecture. Donc je vais montrer à la caméra pour vous montrer un peu l'ambiance créée par les dessins. Oui. Et puis, je vais essayer de vous trouver... Il y a ce genre de choses aussi, avec des plans. Avec des plans, c'est bien ça. Des plans à noter. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pourrais vous montrer ? Moi, j'avais trouvé ça génial. Ah, ça ! Si ça met pas dans l'ambiance, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, là, je montre une double page où on est dans le noir, le sombre, avec le fameux squelette Martin. Il y a un corbeau empaillé. Il y a de la lumière qui vient de la porte et puis on voit un jeune homme à l'intérieur de la pièce avec une tronche un petit peu effrayée par la personne qui vient d'ouvrir la porte. Mais donc, voilà, ça met dans l'ambiance et j'ai vraiment trouvé que ça avait enrichi ma lecture du livre et que ça m'avait permis à moi de m'immerger plus profondément dans l'histoire. On a, comme je vous l'ai montré, un mélange de narration, mais on a aussi du journaling. Donc, en fait, ces trois personnes, ces trois petits jeunes se retrouvent dans la salle de Sciences Nat parce qu'en fait, ils ont un carnet qui est caché dans cette salle et en fait, ils écrivent plein de trucs dessus. Et ils peuvent lire les uns derrière les autres qu'ils ont écrits. Et donc, il y a cette partie aussi du journaling qui est présentée, ainsi que des lettres qui jalonnent le récit et qui font avancer l'intrigue de manière, moi, j'ai trouvé fluide et engageante. Et en trame de fond, on a le rêve de ces trois jeunes ados qui se retrouvent la nuit pour les États-Unis, au tout début du XXe siècle. Parce que je vous rappelle que le livre a été écrit dans les années 1930, je crois que c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on est dans cette fameuse partie où les États-Unis devaient montrer une image d'elles-mêmes très florissante, qui faisait rêver tout le monde à cette époque-là. Et ça a résonné en moi, particulièrement, parce qu'à l'époque, quand j'avais 10 ans, oui, il y a très longtemps, en fait, je partageais également ce désir de voyager aux États-Unis, de rencontrer ce pays, parce que moi, j'étais bercée et baignée dans les films, les séries de mon enfance, qui se passaient tous aux États-Unis. Et quand tu découvres un livre comme ça, à 10 ans, et qui te laisse une empreinte pareille, puisque je vous dis, je me souviens de l'intrigue de fond, avec ce voyage des États-Unis aussi, qui vient aussi mettre son petit grain de sel, en fait, ça a été le premier livre, j'aurais tendance à vous dire que c'est le premier livre qui m'a porté sur le genre du policier, du roman mystère, justement du cozy mystery. Et ça m'a poussé à explorer ce livre-là, m'a poussé à aller lire Sherlock Holmes, Agatha Christie, ou pour ceux qui connaissent les enquêtes d'Alice de Caroline Keene, c'est très très vieux, une petite blondinette dont le père était avocat, je crois. Non, moi je connais. La bibliothèque verte, qui était dans la bibliothèque verte, tout à fait, c'est ça. Je dois voir la pile comme ça dans une des biblis, je vois. Et voilà. Et tout ça, ça a baigné mon enfance grâce au livre des disparus de Saint-Agile. Ça m'a donné envie, en fait, de lire des enquêtes et de résoudre des mystères, comme eux, ils le font dans le livre, pour essayer de comprendre pourquoi le numéro 95 a disparu. Et puis, un peu plus tard, je ne sais plus si c'est le 7 ou le 22, mais un peu plus tard, il y a un deuxième enfant qui disparaît. Et du coup, il en reste plus qu'un qui cherche à savoir ce qui est arrivé à ses copains, et ça m'a vraiment donné envie de le suivre et de résoudre l'énigme avec lui. Et ce que j'ai apprécié, donc comme je vous disais dans cette histoire, c'est justement le mystère et le défi intellectuel que ça offre, qui permet en fait de réfléchir, de recouper les indices, de démasquer les coupables et de savoir ce qui s'est passé vraiment derrière. C'est un classique qui mérite d'être découvert, et son mélange de mystère, d'aventure et d'amitié en font pour moi une lecture incontournable de tous les amateurs de récits captivants.
Voilà pour ce que je pense de ce livre. Et alors, je vais te poser la même question. Ouais. Du coup, à partir de quel âge tu penses que ça se lit, ça ? Alors moi, j'avais 10 ans. Et à 10 ans, j'avais l'esprit suffisamment éclairé pour le lire. Je pense que 9-10 ans, un bon lecteur, il peut comprendre. Je me souviens pas de scènes choquantes, ni traumatisantes, ni violentes. Je me souviens surtout de l'enquête, du mystère que tu veux résoudre derrière et des recherches que tu fais pour trouver qui, quoi, comment, pourquoi. Donc, Ok. je pense qu'un bon lecteur de 9-10 ans, il peut très bien, s'il veut découvrir le genre du mystère, commencer par Les Disparus de Saint-Agile sans aucun problème. Et est-ce que un adulte qui découvrirait le roman à l'âge adulte, est-ce qu'il pourrait se prendre de passion pour le livre aussi, ou tu penses que c'est quand même un peu simple ? Simple, non, parce que l'intrigue, elle est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Après, je veux pas vous spoiler, mais il y a une raison très criminelle à la disparition d'un des enfants, et il y a une toute autre raison pour la disparition du deuxième. Ouais, ok. Mais ça fait rêver. Non, franchement, je pense qu'un adulte pourrait tout aussi bien le lire parce que l'intrigue, elle est quand même bien faite. Maintenant, j'avoue quand même que je ne l'ai pas relu depuis très longtemps, donc je ne sais pas, à mon âge, aujourd'hui, si ça me ferait le même effet. Oui. Mais quand j'avais 10 ans, j'ai adoré ce livre. Je l'ai tellement adoré la couverture est toute cassée. Je ne sais pas si vous voyez là. Si. Voilà, et là aussi, il est tout tordu, parce que je l'ai trimballé partout, en fait. J'ai vraiment aimé cette lecture. Pardon. Les plus beaux livres sont ceux qui ont du vécu aussi. Hein. C'est ça. Ah bah celui-là, pour le coup, il n'a pas très bien vécu ce que je lui ai fait vivre. Mais ça va, il n'est pas encore tombé en lambeaux. C'est déjà pas mal. Bon, si vous n'avez pas d'autres questions... Non, c'est bon pour moi. C'est bon, ok. Pour moi. Alors, la deuxième partie donc de notre podcast va porter maintenant sur un tour de nos livres coup de cœur de l'année 2024. Amélia, est-ce que tu veux commencer et nous expliquer quel est le livre qui t'a plu l'année dernière ? Pardon, parce qu'on est en 2025, c'est vrai ? Et oui, il faut s'y habituer. Oui. Bah oui, go, c'est parti. Alors, pour 2024... Alors, on est très très loin d'un petit loup et d'un enfant, mais voilà. J'ai retenu pour cette année de lecture, j'ai vraiment essayé des autres genres. J'ai essayé de la science-fiction que je lis pas du tout. D'accord. J'ai essayé plein de genres et celui que j'ai testé et qui, contre toute attente, a fonctionné, c'était la romantasie. Donc je vais revenir dans un instant, mais voilà. Et donc ma lecture, ce serait L'héritière de Jazad. Le premier tome, écrit par Sarah Hachem, qui est mon coup de cœur. Et j'ai pas souvent des coups de cœur parce que je suis très pointueuse dans le choix de mes lectures, parce que je déteste passer des mauvais moments de lecture, parce que j'aime pas me dire j'ai pas aimé cette histoire parce que je pense à l'auteur derrière. D'accord. Donc je choisis très avec beaucoup d'attention les lectures. Et voilà. Donc, j'ai pas souvent des coups de cœur. C'est souvent des bonnes lectures, mais pas encore des coups de cœur. Et celui-là, il a réussi à atteindre le coup de cœur. Voilà. D'accord. Donc, si vous suivez Instagram, vous devez avoir vu que la romantasie est dans tous les coins d'Instagram, des maisons d'édition qui créent même des nouvelles collections rien que pour ça. Je trouve que c'est vraiment le genre qu'elle vend en poupe là maintenant. Enfin, en ce moment, ouais. Je trouve. Ouais, clairement. Ouais. Voilà. Et moi, il faut savoir que je lis déjà des livres que je choisis avec beaucoup de critères, mais que j'aime pas beaucoup prendre des livres qui sont en plein boom, on va dire, sur les réseaux sociaux. Les romans trop frais, ceux qui viennent d'arriver, que tout le monde chronique au même moment et que tout le monde adore. Parce que moi, je sais que j'ai des goûts divergents et qu'en général, je les aime pas. D'accord. Voilà. Ça se défend. Et du coup, là, au Pumpkin Autumn Challenge de Gimose, je savais pas quoi mettre dans une des catégories. Et j'ai fini par jeter mon dévolu sur L'héritière de Jazad. Et je regrette pas. Parce que je voulais voir ce qu'était une romantasie. Parce que pour moi, de la fantaisie avec de la romance, nice. Et la romantasie, je voulais savoir ce qu'il y avait de différent. Et j'ai eu 2 ou 3 lectures pour tester. Et c'était que des abandons de lecture, sachant que, encore une fois, je choisis mes lectures, donc j'abandonne pas non plus souvent.
Et là, ça a matché. Ah bah tant mieux. Et je l'ai lu hyper doucement parce que au début j'ai eu peur. On retrouve assez rapidement le trope des épreuves à surmonter et j'aime pas forcément ça parce que c'est souvent très prévisible. Mm-hmm. On a le schéma du enemies to lovers qu'on voit partout aussi. Alors j'aime bien, mais c'est vrai qu'on le voit partout. Et là j'ai beaucoup aimé vraiment l'univers. On a un royaume qui a été rasé de A à Z. Oula. On a des rebelles. On a des autres dirigeants qui peuvent pas s'encadrer et il y a une compétition entre eux. Mm-hmm. J'ai adoré les personnages. On a la protagoniste qui est impulsive, mais pas irréfléchie pour autant. Elle joue les personnages forts, mais elle est plutôt blessée à l'intérieur. On a un personnage masculin c'est un type que j'adore, même s'il pourrait être dans les clichés, etc. Parce que c'est un homme froid, plutôt stratège, au sourire sincère hyper rare, et pourtant qui a une carapace qui suit sûre. Enfin, moi, j'adore. Et en plus, on a des mystères à l'appel. D'accord. Donc, pour vous donner le ton, je vais vous lire la 4e de couverture. Mm-hmm. Alors, le royaume de Jazad est à genoux. 10 ans plus tôt, sa magie a été interdite et sa famille royale assassinée. Du moins, c'est ce que Sylvia veut faire croire aux gens. L'héritière de Jazad a échappé au massacre et elle compte bien rester cachée, notamment face aux armées de Nizal qui continuent de traquer son peuple. Mais un moment de colère change tout. Lorsque Harin, l'héritier de Nazal, traque un groupe de rebelles jusqu'au village où s'est réfugiée Sylvia, cette dernière révèle accidentellement sa magie. Sylvia est désormais obligée de conclure un marché avec son pire ennemi, l'aider à chasser les rebelles en échange de sa vie. Un jeu de pouvoir et de complot mortel commence. Sylvia ne veut pas laisser Harin découvrir son identité, même si la haine se transforme en quelque chose de plus entre les héritiers. Et Sylvia va devoir choisir entre la vie qu'elle a souhaitée et celle qu'elle a abandonnée. Or, le royaume brûlé est en train de se réveiller et il a besoin d'une reine. Mm-hmm. Voilà. Tout un programme. Exactement. Et c'est vraiment un programme qui fonctionne. J'ai beaucoup aimé le fait qu'en fait, c'est de la romantasy, mais j'ai déjà vu une fantasy politique, avec beaucoup d'enjeux, avec des doubles identités. On entend un petit peu avec Sylvia qui veut pas qu'on sache qui elle est. Mm-hmm. Des objectifs qui sont divergents, des rivalités, parce que j'ai dit que les autres, ils peuvent pas s'encadrer. Oui. Et qu'ensuite, vraiment, il est question de magie, la magie, je vais y arriver, pardon. T'inquiète. La magie prohibée, avec cette espèce de chasse aux sorcières pour ceux qui appartiennent au royaume dont la magie est interdite. Et qu'ensuite, seulement, la romance soit une cerise sur le gâteau, et pas le gâteau lui-même. Mm-hmm. Parce que je préfère largement. Ça reste de la romantasy parce que la romance prend sa place progressivement, mais ça ne prend pas toute la place. C'est pas on a un plot, une intrigue de fantasy, mais juste pour faire de la romance derrière. Il y a vraiment un pas qui est fait en fantasy, un pas qui est fait en romance. Et ça marche comme ça sur tout le long, et c'est une belle construction en fait. D'accord. Il n'y a pas de spicy ou quoi, et moi je suis pas forcément friande de ça. Je respecte tout à fait les personnes qui lisent de la romance ou les personnes qui lisent qui aiment le spicy. Mais moi je sais que je suis pas forcément friande de ça parce que comme j'ai dit, je préfère la construction des histoires personnelles, et donc je préfère voir des slow burn en fait qui ont pas forcément d'aboutissement dans la sexualité. C'est mon avis perso. Oui, non mais t'inquiète, moi ce que je vois surtout quand tu lis le résumé, c'est les complots. Les manigances de cours qu'il peut y avoir entre chaque camp pour pouvoir évincer l'autre, et ça a l'air de quand même donner le ton sur le roman. Tout à fait. Et en fait, ça va presque évincer le trope trop vu et revu des épreuves à surmonter. Parce qu'il y a vraiment à chaque fois des coups fourrés, il va y avoir des retards dans les épreuves, en fait, parce qu'il va y avoir quelqu'un qui est intervenu, quelqu'un qui change des règles, quelqu'un qui... Voilà, ça redynamise en fait ce trope, et c'était vraiment génial. D'accord. Et le point qui a fait passer de lecture géniale à coup de cœur, c'est que c'est une fantaisie orientale. Ah. Ouais, l'autrice, elle a des... Ça change tout, ça change un petit peu par rapport aux autres romances dont on a l'habitude. C'est ça. Et l'autrice, elle a des origines égyptiennes, si je dis pas de bêtises, mais on voit pas une esthétique pyramide et pharaon. On voit vraiment une inspiration directe qui est tirée des pays du Maghreb, des clins d'œil à la cuisine, à la langue. On a des mots d'arabe dedans, le principe des wilayas, etc. Et personnellement, ça m'a d'autant plus touchée que je suis en plus à moitié algérienne.
D'accord. Donc j'ai retrouvé un peu de ma propre culture et j'avoue que j'ai jamais vu ça dans un roman. Enfin, c'est très très rare en vérité d'avoir des modèles de fantasy qui se basent sur autre chose que l'Europe. On a un peu parfois des fantaisies un peu inspirées de l'Égypte. On a eu Soleil Noir. Je sais plus le nom de l'autrice, mais ça s'inspire du Maya et de l'Aztèque. D'accord. Mais j'ai pas vu beaucoup de oriental qui s'inspirait du Maghreb ou de l'Empire ottoman. Donc moi, c'était nouveau et j'adorais. Ok. Voilà. Y a pas La Cité de l'étang aussi, qui est une fantaisie orientale, la série? Si, mais je l'ai pas lu. Moi non plus. Je dis C'est le juste ce que j'en ai entendu, mais d'après ce que j'ai pu entendre, je crois, sur Piketty Bookin, qu'elle avait beaucoup aimé la série de La Cité de l'étang. Donc voilà, je pensais à celui-là. Et sauf erreur, il y a Ayesha aussi, que je n'ai pas lu non plus, mais qui est aussi je crois que c'est je sais pas si c'est un ou deux romans d'un auteur qui en fait s'appelle Ange, mais finalement c'est le pseudo d'un couple, c'est-à-dire l'homme et la femme. Lui, son nom commence par An, son nom à elle commence par Je. Et du coup, ils sont appelés Ange. Pour les deux, ils écrivent à quatre mains. Si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est ça. Je crois que c'est Ayesha de Ange. Et c'est aussi de la fantaisie orientale, il me semble. D'accord. Ok. Et les autres tomes de L'Héritière de Jazad, ils sont sortis ou pas encore? Alors, le tome 1 vient de paraître en France l'année dernière. Okay. Et je crois que le tome 2 va arriver. Et je ne sais pas s'il y en a d'autres après. Ah, ça, c'est pas mal pour ceux qui attendent la suite. Du coup, ça va bientôt arriver. Voilà. Moi, c'est le seul défaut que j'ai trouvé à ce roman. Il me faut la suite. Voilà. Voilà. Et la question, c'est est-ce que ça t'a donné envie de lire d'autres romantaisies ou pas? Question difficile parce que toutes les autres lectures m'ont laissé extrêmement dubitative. Donc, pour cette série-là, je continue. Mais je continue de chercher mon bonheur dans le genre, qui n'est pas encore... C'est vrai que c'est dur de trouver des petites pépites, je trouve, dans les... Après, moi, j'en lis pas tant que ça. J'ai lu cette année Iron Widow, et c'était pas trop roman, c'était vraiment fantasy, et j'ai adoré. Ou alors Atlas Hunter, qui est sorti il y a pas si longtemps, je crois, chez... Me spoil pas, me spoil pas. Il est dans ma palle. Alors, rien. Je crois que le seul livre de romantasy que j'ai lu cette année, c'est Le Pont des Tempêtes de Danielle L. Johnson, si je me trompe pas. C'est dans ma palle. Voilà, j'en avais tellement entendu parler que je me suis dit ok, je vais le lire. Je l'ai acheté du coup d'occasion en relié pour pas cher. Et j'avoue que je suis un peu sceptique aussi en fait. J'aime le côté fantasy où tu développes le monde et tu expliques un world building derrière, mais le côté romance, j'avoue que j'ai du mal à accrocher, donc bon, voilà, c'est... Moi, j'ai un tout petit... Je vais faire un peu une critique de vieux con, mais c'est pas grave, moi j'ai l'âge que j'ai. Mais j'ai un tout petit doute à chaque fois sur... J'ai jamais lu de romantasy, hein, donc tout ce que je dis est à mettre avec 1000 guillemets, mais sur le fait qu'on écrive dans un nouveau style qui marche bien en ce moment, et que du coup on fasse une intrigue qui s'inscrive dans ce style plutôt que le contraire. C'est-à-dire, on a d'abord l'idée d'une intrigue et il se trouve qu'elle s'inscrit dans un style particulier. Je trouve que ça marche très très bien sur des styles qui sont établis, connus, le policier, le polar, la fantasy, ce genre de choses-là, parce que c'est très très large. Je trouve que quand on arrive sur la romantasy, ça devient quelque chose de très 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 restreint. Et où du coup, c'est vraiment une vraie question, c'est pas du tout... je respecte aussi 1000 fois les auteurs et les autrices et les lecteurs et les lectrices de ce type de roman, mais c'est une vraie question que je me pose. C'est à quel moment le genre littéraire dans lequel on va écrire est le point de départ, plutôt que l'intrigue qu'on écrit, et il se trouve que l'intrigue fait partie de ce genre. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Je crois, mais après, je crois que dans la romantasy, en fait, c'est la romance qui s'inscrit dans un monde de fantaisie. La romance fait partie de l'histoire et de l'intrigue et elle fait avancer les personnages vers la fin. Je sais pas si je suis claire non plus.
Si, non, je pense que c'est très très clair. Mais je me pose juste la question de... en tout cas, moi, c'est ma volonté, en tout cas, ce que j'essaie de garder en tête quand j'essaie d'écrire, c'est en fait, d'abord, j'essaie d'écrire un truc qui me porte. Et après, il se trouve que ça fait partie d'un genre, quel qu'il soit. Alors, et j'ai l'impression, en tout cas, que aujourd'hui, avec la romantaisie, il y en a tellement, quand on va sur les étals de la Fnac ou de n'importe quelle librairie, il y a de la romantaisie, il y a plus que n'importe. C'est devenu plus achalandé que n'importe quel autre type de littérature, de genre et de l'imaginaire en particulier. Et donc, du coup, je trouve que ça pose question quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'écrire de la romantaisie parce qu'en ce moment, il faut écrire de la romantaisie, plutôt que d'écrire parce qu'on a envie d'écrire cette histoire-là, et il se trouve que c'est de la romantaisie. Je trouve qu'il y a quand même une espèce d'échelle un peu étrange là-dedans que j'ai du mal à cerner. Ou alors, on est parti sur une histoire de fantaisie et comme c'est à la mode, on rajoute une romance qui fait un pilier dans l'histoire. C'est ça. Et autant ça peut être tout à fait vertueux et de qualité. Hein, donc la question, c'est pas la qualité, c'est pourquoi on écrit, quoi. Il y a toujours un moment où je me pose cette question-là. Non, après, je pense que c'est pas forcément comme ça qu'il faut le voir. Là, c'est parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'il y a l'effet aussi... et l'effet de mode, l'effet des réseaux sociaux qui amplifient la chose de manière qui extrapole tout. Mais quand il y a eu Agatha Christie, Arthur Conan Doyle, etc., est-ce qu'on écrivait de l'enquête pour écrire de l'enquête ou est-ce qu'on écrivait de l'enquête pour avoir une intrigue? Du coup, je pense que ça... Non, c'est pas faux. C'est pas faux. Aujourd'hui, on le vit différemment à cause des réseaux, de la surexposition via les médias, en fait. C'est tout. Il y a quelques années, il y avait la grande mode des réécritures de contes. Oui, on voyait tout à fait. De compte à tous les coins. Là, on a eu une mini période avec, je crois que c'est à cause d'un automne pour te pardonner, on a eu un coup de projecteur sur le genre de la romance. La new romance. La new romance. La romance enquête, je crois. Dark Academia. Oui. Sur la Dark Academia. Pardonnez. Un automne pour te pardonner parce qu'il y a des sociétés secrètes. Je vais réussir à parler ce soir, aujourd'hui. Et en fait, ça a mis un petit coup de projecteur sur ce genre. Et il y a aussi eu... j'ai plus l'autre nom, mais il y a un autre truc... Alors moi, pour la Dark Academia, c'est la 9e maison de Leigh Bardugo, qui est ma référence cette année, puisque c'est le premier où j'ai réalisé que je lisais de la Dark Academia. Mais... moi, ce qui m'intéressait, c'était le fait qu'elle voyait des fantômes et qu'il se passait des tonnes de trucs et qu'il y avait des sociétés secrètes. Voilà, ça, c'était ce qui m'intéressait, moi, pour lire le livre. All Villains, qui est Dark Academia, je crois aussi. Ok. All Villains, c'est celui avec les pièces de théâtre ? C'est ça. De Shakespeare, là, qui se base sur... Ok. C'est ça. Je l'ai pas lu, mais c'est ça. D'accord. Après, c'est un genre qui est effectivement très à la mode parce que, justement, très porté par les réseaux sociaux. Oui, en fait, il y a eu un roman qui a lancé un engouement et tout le monde se jette dessus. Alors, je lance absolument pas de pierre sur cette question de se jeter dessus ou quoi, mais c'est vrai qu'il y a souvent un peu ça. Il y a un roman qui perce et on essaye de raviver la flamme avec plein de choses. Donc, plein d'autres titres. Mais moi, je dis que ça pourrait faire un épisode à part entière. Tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Qu'est-ce qui lance l'histoire, l'œuf ou la poule? Voilà. Oui. Pas mal. Le genre ou l'idée. Ok, on note. Pas de problème. Je note. Archie, et toi, quel a été ton coup de cœur ou ton livre le plus marquant de l'année 2024 ? Alors, c'était difficile de choisir aussi pour 2024, mais finalement, le roman qui m'est revenu à la fin après avoir passé ce que j'ai lu, c'est Pater Noster de Julia Richard, qui ne date pas de 2024, il a été publié en 2023, mais je l'ai lu en 2024. Il est paru aux éditions L'Homme sans nom, dans une collection particulière qui s'appelle Irréel, et il me semble, sauf erreur de ma part, que la collection a été créée pour pouvoir publier Pater Noster. D'accord. C'est-à-dire que parce qu'en fait, c'est un roman qui est, je vais dire, hybride, même si ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment à cheval entre la blanche et le fantastique, avec une grosse part de blanche, et une teinte de mystère, voire de fantastique, mais je ne peux pas trop en parler parce que je ne veux pas tout spoiler, et que c'est très bien de laisser le lecteur se faire son propre avis sur la question. En tout cas, il me semble que aux éditions L'Homme sans nom, comme il voulait vraiment
publié ce roman-là et qu'il ne rentrait pas dans leur collection existante déjà, ont décidé de créer la collection Irréel pour ce roman. Qui porte donc bien son nom ? Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs dans le roman, c'est que l'éditeur lui-même fait une postface. C'est assez rare, il me semble, pour argumenter, en tout cas expliquer son choix de pourquoi il a voulu absolument l'éditer. Donc Julia Richard, c'est une jeune autrice française qui, il me semble que c'est son 3e roman, le 2e chez L'Homme sans nom. Le cadre, c'est un cadre qui est tout à fait contemporain, dans une propriété de campagne d'un couple riche qui reçoit leur fils et la promise de leur fils, qui est l'héroïne du roman. Qui s'appelle Dana, qui est une jeune femme qui au départ est issue d'un milieu plutôt modeste. Elle est d'origine algérienne, élevée par sa mère, et donc elle tombe amoureuse de ce Basile Paternoster, c'est le nom de son promis, et elle rencontre donc ses beaux-parents. Et a priori, tout est génial au début. C'est un compagnon idéal, ce Basile. Il est séduisant, il sait très bien parler. C'est une bonne famille, aisée, bien sous tout rapport. Mais finalement, quand elle rencontre les beaux-parents, elle se rend dans un contexte qui est un peu isolé, puisque c'est la vraie campagne, quoi. C'est une riche propriété, mais c'est vraiment à la campagne, en plein été, et elle se rend compte qu'il se passe des choses un peu étranges. Mais ça se passe sur ce que je trouve fort dans le roman, c'est que ça se passe sur des choses qui sont très. Je reviens de nouveau sur le réalisme des choses et sur ce que je trouve aussi d'ailleurs dans Stephen King, c'est-à-dire la précision et le détail de petites choses qui semblent a priori anodines. Des choses du quotidien, c'est les apéritifs qui sont étranges, où on la force à boire de l'alcool alors qu'elle n'en a pas envie, par exemple. C'est des petites choses comme ça qu'on a un peu d'ailleurs tous pu peut-être connaître aussi. Quand on rencontre quelqu'un, quand on est en soirée, etc. Allez, vas-y, bois. Enfin, voilà. Sauf que là, évidemment, c'est un peu plus appuyé. C'est la belle famille. Elle veut faire le meilleur effet auprès de sa belle famille. Et au fur et à mesure, les choses évoluent dans le roman et vont pas forcément tourner dans le meilleur sens. Et elle va se rendre compte que peut-être elle aurait fait une erreur. En tout cas, elle se pose des questions sur ce côté idéal qu'elle envisageait et qu'elle voyait dans ce couple qu'elle formait avec ce Basile Paternoster. J'en dis pas plus. Sur l'intrigue en elle-même, ce qui m'a plu particulièrement dans ce roman, c'est que c'est un roman qui est absolument féministe, mais enfin, en tout cas parmi ceux que j'ai lus, enfin un vrai roman féministe. D'accord. Je m'explique. Je trouve qu'en ce moment, l'argument du féminisme est énormément utilisé aussi, et jusque dans la littérature de genre aujourd'hui, et c'est super qu'il y ait des romans féministes. Le problème, c'est qu'à mon avis, souvent, c'est un argument qui reste un argument de vente, et je trouve que le féministe, on doit vraiment le chercher à la loupe pour le trouver. Je prends par exemple un roman qui a eu énormément de succès, Le Prieuré de l'Oranger, dont l'argument derrière, c'est noté en gros, roman de fantaisie féministe. Je l'ai lu, je cherche encore le féminisme dans Le Prieuré de l'Oranger, si ce n'est que l'héroïne est une femme, que peut-être effectivement elle a une relation homosexuelle à un moment, mais franchement, à part ça, je vois pas vraiment où est le féminisme dans ce roman-là. Il se trouve que dans Paternoster, c'est le cœur même du roman. Ça ne cache jamais l'intrigue, c'est-à-dire l'intrigue reste le centre du roman, c'est-à-dire que c'est un page-turner, vraiment on a envie de savoir ce qui va se passer jusqu'à la fin. Tout est distillé petit à petit, mais il y a un vrai parti pris politique dans le roman, et en particulier, ça évidemment je ne vais pas vous les décrire, mais il y a les 2 ou 3 dernières pages qui sont, je trouve, merveilleusement écrites, très très justes, et quand on est comme moi un homme élevé dans les années 80, ça ramène à tous les, tous les défauts et toutes les failles de notre éducation sociétale, je ne parle pas seulement de notre éducation de nos parents, mais sociétale, et de la manière dont on a grandi là-dedans, et dont on est pétri d'habitudes et de mauvais comportements
qui nous semblent parfaitement anodins et dont on se rend compte, en particulier en lisant ce livre, qu'ils sont problématiques. Et je trouve que c'est très très fort ça. Elle arrive vraiment à nous amener ça d'une manière très très insidieuse, l'air de rien. C'est en fait en fur et à mesure où on lit les pages qu'on se dit mais en fait peut-être que je fais ça aussi, ce genre de saloperie, peut-être que je le fais aussi sans le vouloir, de manière insidieuse, de manière inconsciente. Peut-être que je le fais aussi. Et je trouve que c'est la grande force de ce roman, c'est que ça fait vraiment réfléchir. Je pense en particulier les mecs. D'accord. Et voilà, je pense que et c'est vraiment bien foutu pour ça quoi. En plus, elle a un style qui est très très évocateur aussi. Mm-hmm. Il y a une sorte d'aller-retour entre le début de la relation de l'héroïne de Dana avec Basile et le temps présent où elle est avec les parents, sur les moments où la relation était pourrie, puis ils se sont remis, puis ça allait mieux, puis ça allait moins bien, et puis ce que ça donne aujourd'hui. Franchement, c'est super. Et je vous encourage vraiment à lire ça. C'est pas un roman très très long, il doit faire 300 pages, je pense, à peu près. D'accord. Un peu moins, 260. Et franchement, c'est assez génial et c'est surtout assez nouveau. En tout cas, j'ai pas, moi, eu connaissance ni lu de roman de genre qui soit à ce point-là impliqué en termes politiques et sociétal. D'accord. Tout en restant un vrai roman à intrigue et dont on a envie de savoir comment ça se finit à la fin. Voilà. Ok. Effectivement. Ça a l'air. Puis déjà, rien qu'avec la couverture, si mes souvenirs sont bons, il y a un visage dans un visage. C'est ça, exactement. C'est une sorte de photo-portrait. Et effectivement, il y a un visage creusé dans un autre visage. C'est assez troublant, mais c'est assez juste, c'est assez vrai. Okay, donc mais ceci dit, on se rend compte aussi que les deux visages ne sourient pas. Et ça aussi, je pense que c'est important. Tout à fait. Il y a une histoire d'apparence aussi, peut-être trompeuse. C'est ça. D'accord. C'est marrant parce que ça fait la couverture, j'aurais jamais pensé que ça aurait été de la blanche. Tu sais, j'aurais jamais pensé que ça aurait été justement de ce genre de récit. J'aurais mis ça en gothique, moi, ou quelque chose. Oui, moi. C'est ça. C'est vrai que la première fois que j'ai vu la couverture aussi, et en fait, c'est en lisant que je me rends compte qu'en fait, c'est pas un portrait gothique, parce que moi aussi, je pensais exactement la même chose, mais c'est plutôt le portrait avec le type de chevelure, etc., d'une femme d'origine maghrébine en fait. Je pense que c'est ça qui a voulu être montré sur le. Quand on regarde mieux, effectivement, on voit que les cheveux sont attachés derrière, les cheveux sont longs en fait, etc. Il y a plein de choses qui sont un peu troublants, mais je pense que tout évolue. C'est la personne qui a fait la couverture, qui d'ailleurs je crois fait toutes les couvertures des éditions HSN, François-Xavier Pavillon, a vraiment fait un super boulot. Et ouais, c'est vraiment bien foutu pour le coup. D'accord. Et c'est vraiment hybride, donc je comprends ce que tu dis, Aurore, parce que je pense pas pour rien qu'ils ont créé Irréel juste pour ça. C'est que je sais pas comment classer ce roman. C'est vraiment à cheval, quoi. Voilà. Mais ça donne presque envie. Je me dis, je vais peut-être passer un moment où ça va me prendre un peu la tête sur le moment sur la lecture, parce que tu sais, quand tu peux pas lâcher le livre, que tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas, que c'est comme un caillou dans le pied, quoi. C'est ça. Et ça donne envie de le lire, quoi, pour être sûr de pouvoir vivre l'expérience de lecture. Ah, c'est vraiment ça. Ok. Ben, je note. Je note. Aurore, si on passait à toi et ton livre de l'année 2024. Oui, alors, j'ai lu donc plusieurs genres littéraires cette année, mais j'avoue que je reviens souvent beaucoup vers les enquêtes, cosy mystery, thrillers. Mais comme j'ai dit plus tôt, ça a tendance aussi un peu à me faire peur, donc je fais très attention. D'accord. Et donc, je suis allée au Salon du Noir d'Ormesson cette année. Et donc, j'ai accompagné une copine qui adore tout ce qui est thriller, donc on en parle beaucoup, on partage beaucoup ça. Et elle était à un stand, donc le stand d'Alexis Leipzger pour prendre un de ses livres. Et je vois Le Mangeur d'âme. Je me dis, ok, je vais y aller, je vais le prendre. Je regarde même pas la 4e de couverture. Trop bien. Juste le titre. Le Mangeur d'âme, la couverture. Toutes ces couvertures sont assez uniformes, je trouve. Donc, ça donne vraiment envie. Et puis, on se dit, parfois, faut prendre des risques. Et j'ai un peu stressé pendant tout le long du salon parce que beaucoup d'auteurs, pendant que je faisais signer d'autres ouvrages, me disaient « Oh, Le Mangeur d'âme, très bon thriller ». D'accord. Et moi, je me rappelle quand j'ai lu Un secte ou Une secte de Maxime Chatham, où j'ai fait des cauchemars pendant 2 semaines parce que c'était tellement immersif. Et je me suis dit, je vais devenir folle. Donc, sur le trajet du retour dans la voiture, j'ai lu le résumé. Disparition d'enfants.
enquête dans une ville angoissante, très mystérieuse. Effectivement. C'était quoi? C'était meurtre inexpliqué et très sanglant. Je me suis dit, c'est terrible. Donc j'ai commencé par ce livre-là, en revenant du salon. Je me suis dit, comme ça, c'est fait. Et je comprends pourquoi on m'a autant dit Le Mangeur d'âme, incroyable. Donc comme je l'ai dit, ça se passe dans une toute petite ville, je pense une petite ville isolée en France, assez fermée. Et on se rend compte que dans toutes les villes aux alentours, il y a des enfants qui ont disparu. D'accord. Et une enquêtrice arrive dans la petite ville parce qu'il y a eu un meurtre complètement inexpliqué, très sanglant. Pas si descriptif, pas si horrifique, en fait, pas du tout horrifique pour le coup, mais très sanglant, où plus on apprend de détails sur la mort des personnes, enfin des victimes en fait, et plus on se dit c'est complètement fou ce qui s'est passé, c'est vraiment fou. Et donc cette enquêtrice croise le chemin de l'enquêteur, donc le commandant de Roland, qui enquête sur les disparitions d'enfants. Et ils se rendent compte que c'est plus ou moins lié, mais en tant que lectrice, je n'ai pas compris le lien, à part un ou deux détails et le fait que les enquêteurs étaient vraiment persuadés par ce lien. Je n'ai pas vraiment compris le lien pendant longtemps. Je me suis dit, mais il se joue de moi, en fait, cet auteur. Et en plus, il met dedans des éléments qui peuvent même aller jusqu'à l'ordre du fantastique, avec des petits soupçons en se disant le mangeur d'âme, est-ce que c'est le diable? Est-ce que dans ce cas-là, on va partir dans quelque chose de sectaire, dans quelque chose de fantastique, dans quelque chose lié à la religion? Je pense qu'il m'a rendue folle. Pareil, je l'ai lu très, très vite, du coup. Et il se lit très vite. Et il se lit très bien. Pourtant, c'est un page-turner, mais il est très bien rythmé, dans le sens où on peut l'arrêter et replonger dedans totalement après. On n'a pas envie de le lire au point où on ne va pas endormir. Ou alors, on ne va pas manger. Donc, vraiment pépite. Un vrai coup de cœur cette année et un très, très bon thriller. Je comprends pourquoi les auteurs m'ont autant dit qu'il était super. Vraiment. Et je veux rien spoiler, donc si vous avez des questions, je réponds, mais je ne spoil pas. Il faut vraiment le lire et le vivre. Pour comprendre. Je comprends. Effectivement, du coup, j'ai pas de questions. Ça met tout de suite dans l'ambiance. Oui. Ça donne envie. On est dedans, ouais. Ça donne envie, en fait. Tu l'as lu, Archie? Non, je l'ai pas lu. Non, pas du tout. Non, et ça donne envie. Hein. Je vais le noter, celui-là. Parce que moi, j'aime bien les polars à la Camilla Lagerberg. Voilà. Ça, ou Stieg Larsson, ou David Lagerkrantz. J'adore vraiment ce côté noir, sombre, avec tous les secrets qu'il peut y avoir derrière. Et tu comprends les liens quand tu arrives à la fin. Parce que, notamment pour Camilla Lagerberg, ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est qu'en fait, il y a deux histoires dans son livre. Il y a une histoire qui se passe dans le passé. Il y a l'histoire du présent, avec les meurtres et l'enquête. Et en fait, tu te rends compte qu'à un moment, les deux histoires, elles se rejoignent et quelles sont les causes et les conséquences l'une de l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Si, très très bien. Et quand tu parles de ce lien que tu ne comprends pas, je me demande si c'est pas aussi une histoire dans ce genre-là où à un moment, il y a deux choses qui se croisent et là, tu dis « Oh putain, c'était donc ça ». Ou, enfin, pardon pour le gros mot. Waouh. Mais là, ouais, j'avoue qu'il y avait plein d'indices qui donnaient pas sens et d'un autre côté, on savait qu'il y avait de l'importance et ça m'échappait vraiment. Et à un moment, je me suis vraiment dit, la seule explication, c'est que c'est du fantastique. Il n'y a pas de meurtrier, c'est du fantastique, c'est sûr. Mais je vous laisse découvrir parce que c'est génial. Tu le vends bien, en tout cas. Oui. Oh, merci. Je pourrais le dire à mes boss à la librairie. C'est ce que j'allais dire. On va mettre ça dans ton rapport de stage. Ça marche. Pas d'autres questions de ce que je peux constater. Ça nous a cloué le bec. Bon, on va passer à mon petit coup de cœur de l'année 2024. Pour ceux qui suivent le podcast, vous avez déjà eu un épisode coup de cœur sur ce livre. Mais j'insiste. Ça a été la meilleure lecture que j'ai pu faire cette année. Enfin, je m'y fais pas. On est en 2025, c'était l'année dernière, en 2024. C'est le livre Plein ciel de Siècle Vaelban aux éditions Big Bang, qui est un livre de fantasy qui se déroule à la Nébuleuse et plus précisément à l'opéra de Nimbostratus. Déjà, rien que les noms, ça vous donne pas envie? Si. Si, hein.
Pour les mots-clés des choses que vous pouvez retrouver dans le livre, c'est l'opéra, le don, le ruban, l'amitié, la différence et la tolérance. Les personnages principaux, il y en a une ribambelle, mais la principale, c'est Ivoire. Et je ne vous donnerai pas toute la liste parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages. En résumé, sur l'île de la Nébuleuse, l'opéra plein ciel fait la pluie et le beau temps, et chacune de ses représentations se doit d'être parfaite. Née dans une famille de masques, des aristocrates capables de transmuter les corps vivants, Ivoire est une jeune femme dont le talent de jouet ne gouverne que les objets. C'est loin de son milieu social qu'elle a trouvé sa place, en périphérie de la capitale, au sein d'une petite maison donnant sur les rizières et d'un prestigieux atelier de couture, l'atelier des mesures. Mais lorsque son talent de dompteuse de ruban est remarquée par la maîtresse jouée plein ciel, la maîtresse jouée de plein ciel, en personne, Ivoire n'a pas le choix, elle est forcée d'abandonner son quotidien tranquille pour emménager en plein cœur de l'opéra. La voilà plongée dans les coulisses où la vie se mène à un rythme effréné, au gré des préparatifs, des intrigues de cour, des rumeurs scandaleuses et des pamphlets interdits qui circulent sous le manteau et promettent un autre monde possible. Alors je vais essayer de pas trop m'étendre parce que j'ai déjà donné mon avis plusieurs fois. Ce que je vais vous dire essentiellement, ce que j'aime dans cette histoire, ce sont les émotions que j'ai ressenties, pleines, profondes. Ce fut un vrai régal de suivre un moment précis de la vie d'Ivoire et un déchirement, vraiment, j'ai pleuré, de devoir la quitter à la fin de cette belle pépite. Ce que j'aime, ce sont tous les personnages, quels qu'ils soient, hauts en couleur, chacun ayant sa place dans l'intrigue et la création d'un lien indéfectible avec eux. Et ce que j'aime aussi, c'est l'univers qu'a créé l'autrice. Un monde richement développé avec des cases qui interagissent ensemble pour créer le plus beau spectacle de l'opéra. Ce sont aussi les enjeux et les risques encourus par chacun d'entre eux si ce spectacle ne fait pas l'unanimité du public. Parce que ce n'est pas que l'histoire d'Ivoire, mais aussi celle de toute une ville, un monde entier qui vit et subit les aléas des succès de l'opéra qui a lieu tous les soirs à plein ciel. Et parfois, le risque d'un échec se paiera au prix le plus cher. Et c'est cette menace qui pousse les personnages à se rebeller et à faire changer les règles de leur monde. Voilà ce que j'ai aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, parce que je ne saurais que vous dire de plus à part que j'ai pleuré, rigolé, j'ai eu peur, j'ai été stressée, j'ai été angoissée. Je suis passée par des ascenseurs émotionnels incroyables et j'ai rencontré l'autrice à l'Étrange Grande quand on avait été au festival du livre. J'ai pleuré devant l'autrice parce que j'étais tellement heureuse de la rencontrer, heureuse que quelqu'un ait écrit un livre pareil, que j'ai pu lire ce livre, vivre cette histoire et c'est tout ça en fait, c'est ces émotions. Je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'à part découvrir le livre de vous-même pour voir ce que ça peut vous apporter, et en sachant que moi, je m'étais offert la superbe collection reliée avec le jaspage et mes petits rubans, voilà. Et j'ai donc un livre relié avec la dédicace de l'auteur dedans. Il y a les noms aussi qu'elle donne à ses personnages, et du coup, quand elle m'a vue pleurer, ben oui, elle m'a dédicacé à pour Jessie, émouvante, des adorables yeux tendresse. Comme quoi, vous voyez ce que je veux dire. C'est trop mignon. Mais grave. Donc voilà pour le livre que j'ai adoré pour l'année 2024. Oui. C'est un one-shot ? Tout à fait. Ok. C'est un one-shot qui fait... Oh, j'ai pleuré de joie et de tristesse, mais c'était génial. Il fait, si je compte pas les remerciements, mais que je compte le lexique, il fait 633 pages. Et l'histoire est terminée. Okay. Même si on n'a pas du tout envie de les quitter, parce qu'il y a vraiment une plume qui est géniale, une façon de présenter les personnages et de nous permettre de nous identifier à eux. Et il y a l'explication de tout un tas de différences que certains vont tolérer et que d'autres vont prôner pour que ça puisse créer un monde idéal. Ou au contraire, détruire ces personnes qui ne sont pas pareilles qu'eux. Voilà, c'est aussi tout ça dans le livre. Ok. Voilà. Ouais, ça donne envie aussi. Ouais. C'est de la fantaisie adulte Il n'y a qu'une seule scène spicy, et encore, je la trouve pas... Enfin, on a compris ce qu'ils font, mais...
Ah bon, qu'est-ce qu'ils font? C'est très sensuel. Ok. Il n'y a rien de choquant, il n'y a rien de traumatisant, il n'y a rien de violent. Donc, je dirais que des young adultes peuvent le lire. Il y a des complots politiques, il y a des trames politiques derrière, il y a des histoires de caste, il y a des histoires de dons qui sont très très bien expliquées. Et il n'y a pas de moment où tu bugs ou que tu lis 3 fois la même phrase. C'est plutôt facile à lire, malgré la taille du livre. Bon, enfin, moi, j'ai adoré. Et je souligne aussi l'illustratrice qui s'appelle... j'ai oublié son nom. Je vais vous le redonner, parce qu'elle fait de très, très belles illustrations. Je ne retrouve plus son nom. Flûte. Ah si, Elsa Roman. Voilà. Et ça se trouve, la version que tu as, là, la version un peu jolie avec le jaspage et relié, etc., ça se trouve en librairie ou tu penses que ça se trouve, il l'avait que parce que c'était les salons? Non, en fait, c'est mon fils qui me l'a offert pour mon anniversaire. D'accord. Tu peux lui dire que moi, mon anniversaire, c'est en août, tu peux lui dire. Et, je l'ai pas. Je n'ai pas ce roman. Voilà. Donc, ça marche. Non, on avait été à Gibert-Joseph à Paris et il était que par contre au moment où je l'ai acheté, il n'y avait pas la version brochée. Il y avait que cette version-là et j'ai hésité à me l'acheter alors qu'il me faisait vraiment envie et mon fils m'a dit non mais c'est bon maman je complète. J'ai dit ok. C'est tout bénef pour moi, pas de problème. Bah oui. Donc j'ai pu avoir accès à ce livre, donc je pense que tu peux le trouver. C'est pas un collector, je pense pas que ce soit un collector. D'accord, ouais. Je pense que tu peux le trouver dans n'importe quelle librairie sans problème, sinon après il existe le brochet. Ok, ça marche. La couverture est la même, c'est juste qu'il n'y a pas de jaspage. Oui, ok. Voilà. Bon, si on passait à la fin de ce podcast et que vous me disiez quelle est la lecture que vous faites en ce moment. Amélia, on t'a perdu. Allô? Amélia, es-tu là? Bon, on te laisse te reconnecter et puis on va passer à Archie. Qu'est-ce que tu es en train de lire en ce moment? Alors, en ce moment, je suis en train de faire, on va dire, mon travail préparatoire pour l'écriture de mon 2e roman. Et comme ça va être dans un univers post-apocalyptique, je ne sais pas encore exactement lequel, je suis en pleine réflexion là-dessus, mais que je voudrais que ce soit dans un huis clos quand même. Je fais tout un tas de lectures sur justement des mondes post-apo ou en tout cas des romans en petit comité sur un lieu fermé. Et là, je suis en train de commencer un Serge Brussolo. Serge Brussolo, c'est un auteur que je lis depuis très longtemps. Bon, il a écrit, je sais plus quoi, genre plus de 80 romans ou recueils de nouvelles, enfin voilà. Un auteur français de genre, il a écrit dans tous les genres, la fantasy, la SF, le polar, plein de choses. C'est toujours bien. D'accord. C'est-à-dire que c'est jamais des romans, enfin, ça peut arriver que ce soit des romans un peu longs, mais le plus souvent, c'est des romans qui font aux alentours de 250 ou 300 pages. Et c'est, je sais pas comment vous dire, c'est toujours bien, c'est toujours sur une idée géniale. En plus, il écrit très très bien. Donc là, je suis en train de lire Le Murmure des loups de Serge Brussolo, qui est vraiment très très sympa. Et plutôt pour le côté justement un peu huis clos et milieu un peu fermé, puisque ça se passe dans des vieux locaux de l'armée. Franchement, c'est plutôt pas mal pour le moment, mais j'en suis au premier tiers encore. D'accord. Et juste, je voudrais rajouter un tout petit truc que j'ai oublié. Oui. Je voudrais juste vous lire, parce que c'est 6 lignes, c'est la dédicace que Stephen King fait à ses propres enfants au début du roman Ça. Justement. Et je trouve que ça, c'est très significatif de la manière dont King lui-même voit ses propres histoires et dont, à mon avis, il faut les lire et les entendre. Il dit: c'est avec gratitude que je dédie ce livre à mes enfants. Ma mère et ma femme m'ont appris à être un homme, mes enfants m'ont appris à être libre. Naomi Rachel King, 14 ans, Joseph Hillstrom King, 12 ans,
Owen Philip King, 7 ans. Enfant, la fiction n'est que la vérité que cache le mensonge. Et la vérité cachée dans ce récit est suffisamment simple. La magie existe. D'accord. Cette dédicace, je la trouve d'abord magnifique. Et en plus, je pense que c'est celle qui m'a donné envie d'écrire des bouquins. D'accord. Entre autres, voilà. Donc voilà, ça me tenait à cœur de vous la lire, puisque je l'avais oublié de le faire tout à l'heure. Ok. Amélia, t'es de retour ou pas? Amélia? Oui, toutes mes excuses. Pas de souci. On m'entend? Oui, on t'entend. Donc, quelle est ta lecture du moment, s'il te plaît? Alors, j'étais justement dans une passerelle entre 2 lectures. J'allais commencer un roman, mais peut-être que Le Plein Ciel va venir s'intercaler. Mais j'avais prévu pour le moment de lire La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi. Je l'ai dans ma palle. Qui parle de mélodie, enfin de les instruments, la musique, tout ça, ça forme le système magique. Il y a une question de prophétie. Enfin, tu découvres. Moi, ça me bottait bien. Et je pense que je vais le commencer à m'enchaîner avec Plein Ciel. Parce que, voilà, faut arrêter de bien vendre les livres. C'est pas beau, ça, pour les gens. C'est le but. Je plaisante, c'est un vrai plaisir de découvrir. Je me doute. Aurore, quelle est ta lecture du moment? Alors, moi, je viens de terminer Le Chant d'Achille de Madeline Miller. Je l'avais encore jamais lu. J'avais adoré Circé. Et sinon, en parallèle, je lisais aussi un livre pour les cours qui s'appelle... Donc là, il faut vraiment que je me concentre dessus parce que j'ai je dois l'avoir lu pour la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ah oui, effectivement. C'est La fille automate de Paolo Bacigalupi. En fait, lui, il est très connu. Enfin, l'auteur est assez reconnu dans le genre de la science-fiction qu'on appelle aussi de la cli-fi. En fait, c'est un peu de la science-fiction post-apocalyptique à cause des problèmes de climatiques. Mais il a été très avant-gardiste parce qu'il a fait ses ouvrages dans les années 70, 80. Ah oui, effectivement. Et même celui-là, je ne sais même pas de quand il date, j'ai envie de dire. Je regarderai plus tard parce que je n'ai pas envie de prendre trop de temps. Mais il est vraiment super. Enfin, pour le coup, le livre est vraiment super. Pour l'instant, j'en suis au tiers, presque au tiers. Et ça raconte un petit peu dans un futur où... on est complètement immergé. En fait, on comprend tout de suite qu'il y a eu un problème climatique, que les denrées nutritionnelles sont pas très, sont une denrée rare. Il y a des réfugiés climatiques et on va suivre en même temps la fille automate, donc une jeune femme qui est automate et qui, à la fois est vue dans certains pays comme la nouvelle humaine, en fait, le nouveau humain, et à la fois dans d'autres pays où justement qui n'ont pas eu autant de chance que des pays qui ont eu des denrées pendant longtemps, sont vus comme un ennemi. Donc c'est assez... pour l'instant, c'est un peu... J'essaie encore de saisir l'intrigue et comment ça va se dérouler. D'accord. 2 personnages principaux, beaucoup de partis politiques, beaucoup de partis politiques, un peu commercial. J'ai hâte de découvrir la suite. Bah écoute, on est impatients nous aussi de savoir de quoi ça va parler exactement. Eh bien moi, je suis en train de lire Un fil à travers les nuages de Anaïs Sorrentino, qui a été publié dans une maison d'édition associative, HPF Édition. J'ai commencé hier soir et j'en suis déjà à la page 119. Donc autant vous dire qu'en une soirée, j'ai pas mal lu. Alors c'est assez spécial comme livre. En fait, on a plusieurs personnages qui se retrouvent dans un monde étrange. Et certains disent que c'est l'enfer. D'autres disent qu'ils sont morts et qu'ils sont donc dans un entre-deux. Et d'autres qui refusent d'accepter qu'ils sont morts et que donc ce n'est pas possible, qu'ils se retrouvent dans un monde entre-deux où ils ne peuvent pas retrouver leurs proches ou même les appeler avec leur téléphone portable. Et on a, a priori, pour le moment, 2 histoires en parallèle. Il y a l'histoire avec un scaphandrier et une jeune femme d'une 20aine d'années et d'autres
personnes de ce monde. Et une deuxième intrigue avec un monsieur qui s'appelle Nicolas, qui refuse d'accepter qu'il soit éventuellement mort et qui croise le chemin d'une petite fille qui s'appelle Angelica. Et il se demande comment une petite fille de cet âge-là peut se retrouver dans cet étrange monde où ils ne peuvent appeler personne, où il n'existe pas de ville et où les gens ont tous des comportements très étranges. Donc voilà, c'est là où j'en suis et j'apprécie fortement ma lecture puisque je vous dis, en une soirée, j'ai lu 119 pages et j'ai arrêté parce qu'il fallait que je me lève ce matin pour aller bosser. Donc autant dire que ça commence plutôt pas mal. Ouais. Voilà. Oh, attends, je reprends. J'ai eu le temps de regarder. Il est né dans les années 70, Bacigalupi, mais il écrit depuis les années 2000-2010. J'ai été complètement à côté de la plaque. Désolée. T'inquiète, il a vécu dans les années 70 et 80, donc c'était le siècle dernier. Donc voilà. Ça colle. Ça marche. Bon. Eh bien voilà. Nous avons fait notre premier épisode de Book Club. Je vous ai présenté mes collaborateurs, Amélia, Archie et Aurore. Nous avons traité ce mois-ci du thème un livre marquant et un livre coup de cœur de 2024. Nous avons aussi partagé avec vous nos lectures en cours. Et je remercie très chaleureusement Archie, Aurore et Amélia pour vos choix éclairés, pour vos ventes de ces livres qu'on a tous envie d'acheter et de mettre dans notre bibliothèque. Maintenant, c'est malin. Cet épisode était passionnant. Ma palle va encore grandir à vue d'œil, mais tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. Merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Oui, super, merci à toi. Tout à fait. C'était super. Bon, c'est cool. Et voilà, ce nouvel épisode de podcast est fini. J'espère que cela vous a plu, que vous avez fait le plein de nouvelles découvertes pour compléter vos wishlists. Si vous avez aimé ce book club, alors n'hésitez pas à vous abonner pour avoir le prochain épisode dès sa sortie, à liker et à partager. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également nous suivre sur nos pages Instagram, @archi-auteur, je me confonds, pardon. Le tiré du bas du 8, il se fait tard, je suis fatiguée. Souvancam, pardon. Je suis sincèrement désolée, Aurore, d'avoir écorché ton nom. Je mettrai toutes les références dans la barre d'infos, comme ça tout le monde aura la bonne écriture. Et vous pouvez retrouver Amélia sur @AméliaFeza. Et moi, vous savez, @just-8Angel. Si vous avez des questions ou si vous voulez partager vos propres recommandations, vous pouvez nous envoyer un mail à ducappuccinodelivres@gmail.com. Cela nous ferait super plaisir. Merci pour votre écoute et à très vite pour la suite.